Bonjour à tous et bienvenue dans le Discovery Days, notre webinaire pour présenter les parcours de nos alumni. Aujourd'hui, on va parler de nos alumni qui travaillent à l'international. Je suis quand même là pour vous tenir au courant. Oui. Et nous sommes ravis d'avoir deux alumni avec nous qui se connectent avec un décalage horaire. On a Adèle Poulet qui nous rejoint du Canada où c'est le matin actuellement. Et lui, qui est au Mexique, et aussi presque le même fuseau horaire, donc la matinée pour lui et pour Adèle. Nous sommes ravis de les avoir avec nous et on va d'abord partager le bon procédé d'un webinaire. C'est de penser à couper votre micro. On veut vous entendre, mais ça sera tout à l'heure. Vous allez avoir l'opportunité de poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Mais c'est mieux que pendant les interventions, les micros soient coupés. Et vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. On va répondre ou dans le chat ou à l'oral, selon le type de questions. Vous inquiétez pas, il y aura des réponses à toutes vos questions et on sera ravis d'apporter des réponses. Avant de commencer de présenter nos alumni plus en détail, je voulais vous parler du BBA INSEC. Le BBA INSEC, c'est un programme en 4 années. Un BBA, c'est un Bachelor's in Business Administration. C'est un programme Bac plus 4. Nos étudiants font un parcours extrêmement international et vous allez l'avoir illustré par les parcours de nos deux alumni. Et il a une option 100% anglais et une autre option qui a des cours mixtes en français et en anglais avec une montée en compétences côté anglais pendant les 4 années. Il a une obligation de partir à l'international pour un stage minimum, pour un stage en 2e année et un semestre académique ou 2 semestres académiques la 3e année. Et les étudiants ont un énorme avantage, c'est après ces 4 années, ils peuvent faire une 5e année dans l'école de leur choix. Ça peut être un MSc INSEC ou dans une autre école. Ça permet de pouvoir moduler son parcours après ces 4 années qui sont très enrichissantes, où on se découvre, où on apprend qui on est et ce qu'on veut faire plus tard. L'avantage du BBA, c'est que c'est reconnu par le ministère d'Éducation supérieure et aussi par le ministère du Travail avec un titre RNCP. Et c'est très important parce que ce visa est un gage de qualité pour nos formations. Maintenant, je vais présenter Adèle Poulet, que j'ai présenté tout à l'heure. Thanks, Adèle, so much for joining us this morning. We're really delighted to have you. We know it's really unique for you to take time early in the morning to talk to us. Adèle est de la promo 2014 et elle va vous parler de son parcours à l'international. Bonjour à tous. Comme l'a dit Niki, moi c'est Adèle, j'ai 29 ans et maintenant ça va faire 4 ans que je travaille au Canada. J'ai commencé il y a donc mes études quand j'étais au lycée avant de choisir où est-ce que je voulais aller en 2010 il me semble et ça remonte hein. Et à ce moment-là j'étais un peu perdue parce que j'avais fait un bac ES, économique et social. Je savais à peu près où est-ce que je voulais m'en aller, mais c'est très large. Pour moi, je savais que j'aimais bien le marketing, le milieu du commerce, mais j'y connaissais rien. Et j'avais un peu peur de m'embarquer dans quelque chose de trop spécialisé tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai commencé à regarder les écoles de commerce. Et j'avais envie d'un programme un peu plus général, le temps de trouver ma voie. J'avais été acceptée dans plusieurs écoles et j'avais fini par choisir le CE parce que, donc le CE à l'époque, le BBA, c'était quelque chose, l'une des seules écoles qui me proposait de faire à la fois des stages tous les ans, même la première année, et aussi de pouvoir faire des expériences à l'international. J'ai toujours aimé voyager et même si je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je savais quand même que pouvoir voyager et avoir l'opportunité de faire des stages, ça faisait vraiment partie de ma liste de souhaits qu'il fallait vraiment, sur lesquels je ne ferais pas de concession du tout. Et donc j'ai rejoint l'école en 2010. La première année, c'est fou parce qu'on découvre plein de nouvelles matières, c'est un fonctionnement complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de connaître. Et en même temps, on est accompagné, on a les mêmes profs,
je me sentais pas autant perdue que je pense que je l'aurais été peut-être à la fac aussi. Je sais que j'avais besoin un peu de cet encadrement-là à l'époque. Et ensuite, en deuxième année, on a pu faire notre premier stage à l'étranger. J'étais partie à Berlin pendant 3 mois et j'avais eu la chance de trouver une mission vraiment intéressante. Et après, j'ai décidé de me spécialiser. J'ai enfin trouvé ma voie en marketing et communication internationale. Encore quelque chose qui me permettait de voyager, de parler des langues étrangères, parce que j'aime beaucoup parler l'anglais, l'allemand, puis d'autres langues. Et ensuite, c'est ça, c'était la dernière année, j'ai fait mes 4 années et après j'ai fait l'année supplémentaire avec l'INSEC. J'ai fait un MS en digital marketing. J'ai fini par trouver ça à force d'avoir fait mes stages, de m'être renseignée. C'était surtout il y a 10 ans très primé comme milieu, le digital marketing. Il n'y avait pas encore beaucoup de monde dedans. Et puis juste après l'école, j'ai trouvé du travail suite à mon stage de fin d'études. Donc vraiment, j'ai fait mon stage et puis ils m'ont embauché derrière. C'est très important les stages. C'est là en fait qu'on découvre vraiment ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et j'ai utilisé mes premières années un peu comme ça aussi. J'ai testé plusieurs types d'entreprises. J'ai fait des petites startups en train de grossir. Il y a une boîte qui avait fait faillite. Ensuite, j'ai été en agence. Après, j'ai décidé de partir à l'étranger. Et là, je suis arrivée au Canada. Je n'avais pas de travail. J'ai dit, bon, je vais trouver sur place. C'est ça, j'ai fait des entretiens. Je me suis débrouillée. J'ai trouvé en agence. Après, je me suis fait recruter dans une autre entreprise. Et au moment où je vous parle, je suis en transition justement entre 2 postes. J'ai été recrutée ailleurs. Donc, c'est ça. Ça bouge beaucoup. J'ai fait plein de choses. J'ai découvert plein de types d'entreprises différentes. Donc, ça m'a permis vraiment de trouver un peu plus ce que j'aimais. Je sais que maintenant, je déteste vraiment les plus grandes entreprises. Dans mon métier, ça avance pas forcément comme je veux. Donc, je sais que c'est pas quelque chose qui me plaît. Et ça m'a appris aussi à dépasser mes peurs, à être confrontée à juste être toute seule à l'étranger, devoir faire des choix. Il m'est arrivé des tonnes de choses. Et rien ne s'est passé comme j'aurais cru que ça se passerait, comme j'y pensais il y a 10 ans. Mais j'ai eu du fun pareil. C'est ça le plus important, je pense, c'est vraiment de se dire que ça va bien aller. Puis on n'aura sûrement pas le chemin tout tracé comme on se l'est imaginé, ou peut-être, mais dans tous les cas, il y aura des erreurs, il y aura des ratés. Mais c'est vraiment enrichissant et à chaque fois, c'est toujours quand j'étais en situation de plus ou moins détresse, sortie de mes sentiers battus, que c'est là que j'ai eu le plus de créativité, le plus d'opportunités et surtout qu'après je me sentais grandir et maintenant je n'ai plus peur de grand chose quoi. Donc voilà, faut se lancer et oser. Merci Adèle d'avoir partagé ton parcours. Avant de présenter lui, je voulais que tu nous dises exactement pourquoi le Canada. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette destination? Et peut-être raconter une anecdote un peu qui illustre ton expérience là-bas. Le côté tu m'as dit à plusieurs reprises que le mode de vie te convient davantage et c'est pour ça que tu souhaites rester là-bas. Donne-nous un peu de la couleur canadienne pour nos soirées lyonnaises. Parfait. Déjà, c'est parce que j'étais depuis quelques années à Lyon, j'avais vraiment envie d'aller à l'étranger. J'ai fait mon Erasmus en Autriche, j'étais allée en Allemagne pour des stages. J'ai déjà vécu dans d'autres pays d'Europe, donc j'avais envie un peu de sortir du continent et d'aller au Nord-Amérique. J'ai choisi le Canada parce que moi, je fais du référencement naturel. C'est vraiment très porté sur le contenu, la sémantique. Donc, j'avais envie d'être encore dans un endroit où je pouvais avoir l'anglais, mais le français aussi. Juste au cas où. Et c'est pour ça que j'ai choisi la montagne parce que je viens de la montagne, j'adore le froid et la neige. Donc, on a au Canada, au Québec. Et une petite anecdote, je pense que c'est la flexibilité. Ici, c'est vrai qu'on n'a pas des préavis de 2 mois quand on quitte, que ce soit quand tu te fais remercier ou quand tu décides de partir, c'est 2 semaines. Mais en même temps, là, je trouve du travail en 2 semaines aussi. Donc, il y a vraiment ce côté où tout est possible, tout est rapide, tu n'es pas vraiment mis dans une case. Tu peux appliquer à des jobs auxquels tu n'es pas exactement pareil à ce qu'ils demandent sur le papier, mais si le courant passe bien, tu peux être pris. Bon, après, il faut que tu fasses tes preuves, mais tu peux être pris, on va te faire confiance.
Donc, dans l'environnement de travail, on sent vraiment cette différence-là et on prend vraiment du plaisir là-dessus. Oui, effectivement, en Amérique du Nord, aux États-Unis et Canada, il a une mentalité très différente qui semble un peu plus décontractée qu'on arrive peut-être de la France. Mais il a une exigence quand même, c'est juste exprimé différemment et une flexibilité de laquelle tu as parlé. Ça fait une transition pour parler de lui. Louis, qui habite au Mexique, où tu as vécu, on va dire, à 2 reprises. Mil gracias, Luis. Nos da tanto gusto tenerte con nosotros. Lui, il est impressionnant parce qu'il parle 3 langues parfaitement. Lui, tu es arrivé à l'INSEC en admission parallèle. Et tu es parti à Londres presque tout de suite, sur le campus de Londres. Et après, très vite, tu t'es intéressé par l'Amérique latine. Je vais te laisser te présenter. Mais je pense aussi que tu représentes vraiment cette ouverture internationale qu'on peut retrouver au BBA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et oui, effectivement, en fait, je suis entré à l'INSEC en édition parallèle. Avant ça, j'avais fait un BTS en commerce international. Donc voilà, des thèmes qui étaient assez reliés au final. Et justement, en fait, j'avais fait un stage à l'étranger déjà avec le BTS en Angleterre. Et ça m'avait un petit peu ouvert tous les horizons. En fait, j'avais vraiment envie de vraiment en fait continuer, creuser un peu ce côté international. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prospecter différentes options. Donc j'étais pris dans plusieurs écoles également, des facs, donc un petit peu tout. Et vraiment l'INSEC, ça m'avait convaincu par rapport au programme qu'il y avait, notamment aussi la qualité des enseignants, des intervenants. Et surtout, en fait, c'était vraiment l'aspect où on rentre à l'école, on a des cours déjà qui sont intéressants, et ensuite, quelques mois après, comme bien le disait Niki, j'étais encore une fois à Londres, donc là, super expérience, c'était génial. Et ensuite, l'année d'après, c'était un stage à l'étranger également. Donc, je suis retourné à Londres, d'ailleurs, et ce stage c'est découpé en CDI pour moi, donc ils m'ont pris, en fait… même avant la fin du stage, il me semble qu'il m'avait embauché, en fait pour continuer en fait la suite du stage. Ensuite, je suis resté 4 ans avec cette entreprise. Donc c'était vraiment mes premiers pas dans une start-up de la Silicon Valley, donc la région de San Francisco, donc vraiment très axée sur la technologie. D'ailleurs, c'était une entreprise où j'avais en fait réussi à rentrer grâce à une ancienne de l'INSEC. En fait, l'INSEC avait postulé une offre de stage à travers de cette ancienne élève du réseau. Et en fait, c'était assez amusant. En fait, à cette époque-là, la technologie en SaaS faisait assez peur, en fait. Et cette personne m'avait dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de candidatures, en fait, des élèves français de l'école de l'INSEC, mais à peu près tous les élèves asiatiques, en fait, avaient postulé, etc. Il y avait en fait tous les élèves. On avait certains élèves de Chine, d'Inde, etc. et d'autres pays également. Elle me dit, mais en fait… personne vraiment s'intéressait vraiment à la technologie à cette époque-là. Moi, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et c'était d'ailleurs une entreprise qui s'appelle Blue Jeans qui fait la même chose qu'on fait aujourd'hui, de la vidéoconférence quand c'était pas encore la mode, quand il n'y avait pas encore le Covid, etc. Et c'était comment on peut ouvrir des marchés depuis l'Angleterre sur toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, depuis Londres à travers en fait une entreprise de Silicon Valley des États-Unis. Et donc voilà, c'était vraiment super intéressant. Après ça, je retourne en France. Je fais également plusieurs allers-retours au Mexique pour la vie personnelle. J'y allais en vacances assez souvent. Et je lisais également les rapports du Gartner, qui est une référence dans le monde de la technologie, qui prévoyait en fait un boom de la technologie, une adoption technologique sur l'Amérique latine dans les X prochaines années à venir. Donc j'ai pris la décision en fait au bout de 4 ans, oui, il me semble que c'était 4 ans à Blue Jeans, de faire le grand pas et de m'installer au Mexique et justement pouvoir être un petit peu en avance et anticiper cette vague technologique qui a inondé en fait l'Amérique latine. Et si on regarde d'ailleurs 2021, il me semble qu'il y a eu vraiment une explosion. On voit le nombre en fait de licornes, c'est-à-dire des entreprises technologiques, des startups qui sont évaluées à $1 milliard. Sur l'Amérique latine, ça a été une année record et d'ailleurs maintenant je suis chez Tribal. Donc c'est une entreprise également de Silicon Valley, de finance. Donc je suis Head of Sales dans cette entreprise et on a fait un petit peu ce qui me plaît beaucoup à moi du côté pro, c'est vraiment ouvrir des marchés.
appliquer tout ce que j'ai appris à l'INSEC sur tout ce qui est la partie analyse, la partie business et la partie interculturelle également. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des équipes voilà, en fait, on a des équipes assez grandes sur le Mexique, donc j'ai ouvert le marché avec tous les process qu'on devait faire, et j'ai aujourd'hui 40 personnes dans mon équipe, et on va en embaucher, on va doubler les effectifs parce qu'on est en train d'ouvrir différents marchés, le Brésil, le Chili, le Pérou, et donc le Mexique, voilà, c'est vraiment génial pour moi. C'est un peu le bon mélange sur le côté professionnel et personnel. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a énormément d'opportunités. Là où moi, je trouvais que c'était un petit peu lent à mon goût sur la France, j'ai vraiment vu déjà 2 niveaux de vitesse en passant de Paris à Londres. Et ensuite, le Mexique, voilà, c'est compliqué parce qu'il faut bien savoir se positionner, etc. Mais une fois qu'on prend des risques et que ces risques, voilà, on démontre un peu sa valeur, il y a d'énormes opportunités qui peuvent se passer. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pris cette décision. Ça fait maintenant 4 ans que j'y suis. D'ailleurs, j'ai obtenu la résidence permanente là, il y a 1 mois d'ailleurs, donc je suis très content. Et voilà, c'est un petit peu l'introduction que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci Louis, bravo pour la résidence. C'est très important et j'ai vécu au Mexique aussi, donc je comprends que ce n'est pas une mince affaire. Adèle aussi, à mon avis, elle est sur ce chemin-là pour le Canada. C'est intéressant ce que tu as dit. En fait, on voit entre vous, comme je faisais la transition, que c'est 2 pays dans lesquels il a énormément d'opportunités, ça bouge beaucoup plus vite. Vous avez décrit ça comme une vitesse supérieure, tous les deux, au niveau du travail, la recherche de travail, la façon de fonctionner. Louis, toi, tu as parlé de prendre des risques. Adèle aussi l'a formulé tout à l'heure quand elle s'est présentée. Pour les jeunes qui nous ont rejoints aujourd'hui, donc c'est ou des personnes qui sont en train de finir leurs études au lycée, ou des étudiants actuels du BBA, ou des candidats qui ont candidaté au BBA, des étudiants prospects. Quels sont vos conseils pour eux? Parce qu'ils vous voient quelques années plus âgés. Moi, je vous ai connus à leur âge, mais pour eux, vous avez 10 ans de plus environ. Et quels sont vos conseils pour eux par rapport à comment on fait pour construire, pour arriver là où vous êtes, vous? Parce qu'en vous regardant, on s'est dit, c'était tout tracé, c'était évident. Quels sont, vous pensez, déjà les conseils que vous avez, aussi les compétences qui vous ont servi à permis d'arriver là où vous êtes? Adèle, peut-être tu peux commencer. Oui, déjà, oui, c'est sûr que c'est jamais complètement facile ou tout tracé, c'est sûr. Mais je pense que c'est d'être capable de ne pas avoir peur de vraiment se faire ce que j'appelle un peu la liste au Père Noël. Donc sur le papier, même de l'écrire complètement, de se dire, ok, dans l'idéal, tout ce que je voudrais, c'est quoi? Et après, on peut faire des concessions, on peut trouver des choses, mais que ce soit d'un point de vue professionnel ou savoir si on veut vraiment aller à l'étranger ou pas. C'est un peu de se demander qu'est-ce que ce serait l'idéal. Et le deuxième conseil, c'est de faire. Pas forcément de dire oh, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais de le tenter, d'aller faire. Et puis là, on saura si qu'est-ce qui plaît ou pas, est-ce que ça va réussir. Et surtout, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus aussi au Nord-Amérique, je trouve qu'en France, c'est le rapport à l'échec et à l'erreur qui n'est pas du tout le même. Et c'est correct de se tromper, mais tant qu'on entreprend, tant qu'on essaye et qu'on y met de la bonne volonté, je pense que si on y met du cœur, c'est sûr qu'il peut surtout arriver des bonnes choses derrière. C'est très bon conseil. Et du coup, la liste au Père Noël, donc du coup, c'est permettre de rêver, c'est ça que tu dis. Et en plus, c'est confronter à un défi et en acceptant que ça peut ne pas marcher exactement comme on le souhaite, mais on va prendre de l'expérience. C'est d'ailleurs, ça fait partie de la pédagogie qu'on a, de learning by doing, que vous avez vécu vous aussi, et je pense que c'est un de nos caractéristiques principales, c'est le learning by doing, c'est on apprend en faisant. Donc, une des façons que vous avez développé des compétences très fortes dans des langues étrangères, surtout l'anglais, c'est parce que vous étiez dans des cours où il fallait parler anglais, il fallait présenter en anglais, il fallait débattre en anglais. Et c'est le cas pour plusieurs types de cas que vous avez fait où vous étiez confronté à des problématiques d'entreprise.
on vous avait appris en faisant. Parfois, ça marchait pas toujours. Parfois, il fallait corriger le tir ou s'adapter ou parfois avoir un feedback qui était étonnant. Le défi créa qu'Adèle a vécu où il fallait créer son entreprise et après faire une soutenance devant des jurys, je me souviens très bien, parfois c'était très, très déstabilisant parce qu'on était en face des professionnels, mais du coup on apprend de ces expériences et au lieu de les vivre comme des petits échecs ou des moments où on est blessé, c'est une opportunité pour rebondir, pour apprendre et pour avancer. Oui. Et puis c'était aussi beaucoup de travaux de groupe pendant qu'on était en études, ce qui est aussi vraiment important parce que apprendre à travailler ensemble, dans le monde professionnel, on travaille rarement seul quand même. On doit souvent intervenir avec d'autres équipes, que ce soit quand on gère une équipe ou quand on travaille avec d'autres services. Et ça, pour moi, je pense que c'est important aussi. Quelque chose que j'ai bien retenu de l'ECE, enfin de toutes les études, c'était que énormément de projets de mise en pratique de ce qu'on venait d'apprendre et pouvoir le faire en plus en groupe. Chacun se répartir les tâches, savoir un peu quel type de profil on est dans un groupe, comment on supporte la pression ensemble et ça fait grandir aussi. Effectivement, avant de passer la parole à Louis, je voulais préciser que ECE, c'est École de commerce européenne. Le BBA INSEC a été fondé sur ce nom et avec une approche très internationale. Il faisait toujours partie du groupe INSEC, mais il avait le nom ECE. Et récemment, il y a quelques années, il a changé de nom en devenant le INSEC BBA, mais c'est toujours la même école. Avec les mêmes approches, etc. C'est normal, Adèle, que tu l'appelles comme ça parce que c'était le nom de ton école. Oui. Et de toute façon, il a une cohérence directe, c'est juste un changement de nom qui a lieu pour être en plus en cohérence. Louis, toi, tu es en Mexique, on t'imagine dans un contexte extrêmement tropical, mais Mexico n'est pas si tropical que ça. Tu as quand même, je disais la couleur Adèle qui est peut-être au milieu de la neige. Toi, tu es pas. Il fait 18, tu me disais à Mexico. Parle-nous un peu de ton expérience à Mexico et ton partage de comment tu es arrivé là, des conseils que tu as et des compétences qui étaient importantes parce que dans ton cas, moi, je t'ai vu à des différentes étapes. Et je pense qu'une compétence que tu as, c'est clairement la persévérance et avoir une vision claire de là où tu voulais aller. Mais je vais te laisser partager tes conseils et ton feedback. Super, merci beaucoup. Oui, effectivement, là c'est l'hiver, donc c'est le mois un peu le plus froid de l'année, mais bon, ça reste assez doux, non? Donc on est entre 18 et 20 degrés, etc. Donc ça va, mais c'est pas non plus ce qu'on peut s'imaginer avec les plages, etc. C'est Mexico, c'est en plein centre du pays. Mais c'est justement en fait un endroit où il y a beaucoup d'opportunités. Il y a énormément en fait d'entreprises qui sont soit d'Europe, des États-Unis ou même beaucoup en fait. Il y a tout un écosystème maintenant mexicain, latino qui utilise Mexico vraiment comme rampe de lancement pour pouvoir développer de par la proximité justement en fait la frontière nord avec les États-Unis, parce que le Mexique ça reste l'Amérique du Nord en fait et ensuite parce que beaucoup en fait pensent que c'est l'Amérique du Sud, mais ça reste en fait sur le continent nord-américain. Donc cette proximité avec les États-Unis fait qu'il y a beaucoup d'investissements dans les deux sens et ensuite c'est vraiment la porte pour toute l'Amérique ensuite centrale et du Sud. Et donc pour moi vraiment c'était un hub, donc vraiment cette entrée pour un marché gigantesque qui est en fait l'Amérique entière, où il y a beaucoup de mouvements et donc c'était vraiment beaucoup de persévérance comme tu le dis Niki, vraiment j'ai pris cette décision, donc déjà des amis, la famille, etc. pensaient que c'était un peu une décision un peu folle parce que c'est pas Londres, c'est pas des pays non plus comme ou des villes comme New York ou Singapour où tout est plus calme. Il y a une certaine en fait réputation liée au Mexique par rapport à l'insécurité, etc. Mais bon, c'est un peu la partie qui fuite seulement dans les informations qu'on a en France, alors qu'en fait le pays c'est pas du tout que ça en fait. Je pense que Niki tu le sais puisque tu as vécu. Et vraiment en fait la culture ici c'est quelque chose qui me convient beaucoup. C'est également en fait le fait de pouvoir avoir des amitiés fortes ici avec des personnes avec qui on peut se connaître dans le travail ou d'autres choses, mais c'est vraiment aussi un style de vie différent, c'est-à-dire que cette proximité dont je parlais permet d'aller en week-end aux Caraïbes sur la côte est ou ensuite aller dans d'autres pays de façon très rapide. On peut aller aux États-Unis
aussi avec des vols très courts. Donc c'était vraiment aussi pour moi changer un petit peu de routine hein, en dehors du boulot. Et sur le côté boulot, vraiment, voilà, en fait, la persévérance, comme tu disais, mais aussi vraiment pouvoir être adaptable. C'est-à-dire que voilà, si on décide, et je pense que c'était la même chose pour Adèle, si on décide de changer de continent, de culture, de langue, etc., il faut arriver avec l'esprit ouvert, pas se dire, bon, bah, toutes les habitudes qu'on avait en France, où sont-elles, je les vois pas, donc forcément, c'est pas bien. Bah non, en fait, on vient chercher quelque chose de différent, donc il faut être prêt à ça. Et donc voilà, de ce côté, moi j'étais prêt. Et si je peux donner un conseil, c'est si vraiment quelqu'un a envie d'un changement comme ça, de prendre des risques, comme je le disais, se mettre une date dans le calendrier. Et voilà, on a un plan A, un plan B, un plan C, mais quoi qu'il arrive, on se fixe cette date. C'est un peu ce que j'avais fait. Moi, j'avais pris la date, j'avais mis une date au mois de juillet 2017. J'ai dit juillet 2017, je suis au Mexique, quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'ai atterri mi-juillet 2017 et depuis, bah, très très content. C'est marrant, Louis, parce que j'avais un peu mis une date aussi. J'avais eu mon visa, mais c'était un PVT, donc t'es tiré au sort. Et je m'attendais pas du tout à être prise du premier coup. Et là, ok, ça dure 1 an. Dans 1 an, il faut que je sois partie. C'est là. Mais je n'étais pas vraiment prête. Puis je me suis dit, ok, à telle date, faudra que je sois partie. Et puis j'ai préparé mon voyage après tranquillement aussi. Super. Oui, je pense que toi, le pire qui peut arriver, pardon, c'est vraiment si jamais ça te plaît pas, tu peux retourner, hein, tu reprends un vol au retour et puis voilà, c'est des vacances un peu plus longues et que voilà, tu restes plusieurs années, tu construis quelque chose, donc voilà. Bah oui. Ce que j'avais dit à mes parents, je leur avais dit, écoutez, ça se trouve, je reviens dans 2 mois, 2 ans c'est la durée de mon visa, et puis bon, bah vous savez jamais avec moi, donc peut-être jamais, mais en tout cas, c'est ça, après. Une fois que t'es lancé, si ça te plaît pas, t'es jamais coincé, t'as toujours le choix. Donc encore une raison de plus. Au pire, ça te fera une belle expérience, comme tu disais, des sortes de vacances prolongées. Exactement. Alors, on a une question dans le chat. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais lire la question. Donc, je m'interroge entre un BTS Commerce International ou un BUT Management Logistique et le BBA INSEC. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller et surtout m'aider à faire mon choix? Peut-être, oui, tu peux… Oui, vu qu'en fait, justement, j'ai fait les deux. Enfin, j'ai commencé par le BTS-CI et ensuite, je suis rentré à l'INSEC. Pour moi, le BTS, c'était une très bonne école également. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir des super acquis. Là où, en fait, j'aurais bien aimé avoir… Ces 2 années ensuite, enfin c'est même 3 années que j'ai fait à l'INSEC, j'aurais bien aimé pouvoir faire du coup encore plus de stages, plus d'expérience à l'international. Donc ça dépend un petit peu des programmes. Je dois être un petit peu rouillé parce que ça fait maintenant, je crois que quand j'étais en BTS, ça fait plus de 10 ans du coup. Donc là je suis un petit peu rouillé sur les programmes, mais je pense que c'est 2 options très viables. Le BUT, je le connais pas du tout. Je vois seulement que c'est management logistique, donc il me semble que le scope est un petit peu plus réduit dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est vraiment une des spécialités du commerce international et c'est quelque chose que d'ailleurs on a vu soit dans le BTS, soit dans le BBA. On a une partie logistique où on a un pro, on a toute cette partie-là. Et un BUT qui se focalise seulement là-dessus, je pense que ça peut être, enfin c'est vraiment une spécialité, il faut être sûr, on peut toujours changer d'avis, hein, mais c'est vraiment une spécialité sur laquelle on est ensuite sensiblement, un petit peu, pas forcé, mais enclin à se diriger ensuite sur ses stages, sur ses premiers emplois, et c'est vraiment spécialisant. Merci Louis, c'est vraiment un point intéressant et après je vais laisser Adèle aussi donner une réponse. Effectivement, le BBA a ce que nous, on considère une force et je pense que vous et collectivement les alumni considèrent être une force. On a fait d'autres webinaires sur des différentes thématiques, mais souvent, ce qui revient, c'est qui est apprécié du BBA, c'est qu'on a le temps pour explorer des différentes matières, à faire un avis par rapport à ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. Là aussi, nos talents sont adaptés. Parce que
pendant ces 4 années, on commence avec 2 années de base très fortes en marketing, finance, des matières clés en gestion. Et après, en 3e année, on se spécialise, il a des électifs. Et en 4e année, on a une majeure qu'on choisit où on se spécialise. Mais pendant ces 2 premières années, on a le temps de découvrir, de se découvrir aussi. C'est un moment très important dans la vie où on a envie et besoin d'explorer. C'est un compliment et c'est pas adapté pour tout le monde. Il a des programmes qui sont adaptés à des différents besoins. Mais je dirais que ce qui pourrait sembler avantageux par rapport aux spécialisations, c'est effectivement le cas. On sort avec une vraie spécialisation avec, par exemple, un programme en logistique, mais on n'a pas l'opportunité de découvrir et du coup, on s'écloisonne alors que le BBA ouvre des opportunités. Après, c'est long, sans besoin. Et mon conseil pour vous, c'est aussi d'interroger d'autres personnes. Je pense que la meilleure façon de prendre une décision par rapport à une formation, c'est de parler à des personnes qui ont fait cette formation et voir après comment eux, ils ont construit leur carrière. Donc, c'est une super opportunité de parler avec lui parce qu'il peut en témoigner. Et je vous invite à parler avec d'autres personnes qui ont fait ces formations. Adèle, est-ce que tu as un feedback par rapport à cette question, un retour qui peut aider à Maëlle? Je connais surtout l'avantage d'avoir commencé directement le BBA et c'est vrai que, comme tu le disais, oui, il y a aussi le tronc général qui te permet de découvrir d'autres matières, des matières que tu connaissais pas forcément. Donc ça ouvre aussi l'esprit sur d'autres possibilités auxquelles on n'avait pas pensé. Et puis le petit noyau dur aussi, même avec les camarades, c'est vrai que c'est assez agréable. Je sais pas vraiment comment ça se passe pour vous dans le contexte en ce moment, mais même de pouvoir faire les travaux aussi avec d'autres et puis d'avoir cette opportunité dès le début de faire partie un peu de cette entité et d'avoir la possibilité de faire des stages et de tout de suite aller dès la 2e année, 3 mois d'international. Faire un stage, c'est vraiment une belle opportunité, je trouve. Merci Adèle. On a une autre question sur l'English Track. Léa, je me permets de répondre. L'English Track a été créé il y a quelques années. Avant, les étudiants comme Adèle et lui avaient une montée des cours en anglais où on commençait le premier semestre, il avait des cours d'anglais, langue anglaise, mais pas des cours de anglais. Et après, dès le 2e semestre, il avait des cours en anglais. Par exemple, un cours qui s'appelle Press Review et d'autres cours. Et petit à petit, chaque année, il avait plus de cours en anglais en finissant avec entre 50 et 70, selon la spécialisation, de cours en anglais en 3e et 4e année. Donc, l'English Track a été créé depuis avec l'idée de pouvoir proposer du 100%, un parcours 100% anglais dès la première année. Et c'est un parcours qui est très apprécié par nos étudiants parce qu'ils apprennent en faisant, le learning by doing toujours, ils apprennent l'anglais, ils viennent avec un bon niveau d'anglais qui renforce surtout en ce qui concerne les matières de gestion parce que pour pouvoir travailler en marketing, finance, supply chain, etc. en anglais, il faut avoir des cours dans la langue pour pouvoir apprendre les bons termes et pouvoir les utiliser dans un contexte professionnel. Donc, ça n'existait pas à cette époque-là. Et je pense que c'est un parcours qui est très apprécié. Il faut savoir que même avant l'English Track, c'était une vraie force du BBA d'avoir des étudiants qui terminaient leurs études avec un excellent niveau d'anglais. Aujourd'hui, j'étais avec des entreprises qui m'ont parlé de niveau d'anglais des étudiants du BBA INSEC en disant c'est connu à Lyon comme une formation qu'à des étudiants qui arrivent avec un très bon niveau d'anglais après 4 ans. Et pour des entreprises tournées à l'international, c'est un vrai avantage parce que pouvoir communiquer en anglais très facilement, être à l'aise dans un anglais professionnel et aussi plus informel est un vrai atout dans le monde d'aujourd'hui, même si on ne va pas au Canada, au Mexique, Singapour ou l'Allemagne, l'anglais est une langue importante pour travailler tout court en ces moments, surtout en gestion, où qu'on soit.
Est-ce qu'il a d'autres questions? N'hésitez vraiment pas à les poser. Nous, on est là avec Adèle et Louis pour répondre à vos questions. Alors, comme je ne vois pas de questions, on va finir avec une petite conclusion de votre part. Je sais que c'est pas simple d'oser poser des questions, en plus peut-être de se projeter, mais j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui sont connectées avec qui j'ai parlé récemment, qui s'est posé des questions comment arriver souvent quand on est... merci pour la question, on va répondre dans quelques minutes. Mais un des doutes des jeunes, c'est une vraie crainte de moi je rêve, Adèle a parlé de la liste au Père Noël, tous les étudiants ont vraiment des rêves par rapport à ce qu'ils souhaitent faire, mais ils ont très peur, ils voient un monde très concurrentiel et ils se disent est-ce que moi je peux oser atteindre cet objectif. Vous avez parlé de la prise de risque, de positive mindset. Quelles sont vos recommandations par rapport à ça? Comment on fait pour avoir le rêve et le réaliser? Et peut-être donner, au lieu de donner une réponse plus générale que vous avez déjà donnée et qui était très claire, peut-être un conseil que vous pensez qui est essentiel pour pouvoir rendre son rêve la réalité. Je vais commencer. Tu veux y aller, Louis? Non, vas-y. Ouais, je pense que c'est quelque chose dont tu avais aussi parlé, Louis, tout à l'heure. C'est pas avoir peur de persévérer c'est se donner les moyens finalement, parce que c'est sûr que c'est apeurant, surtout si on a des grands rêves, mais dans tous les cas, si on se dit qu'on va pas y arriver, c'est sûr que on va tout de suite trouver un moyen de comment pas y arriver, se trouver des excuses pour pas y arriver et de y aller en persévérant et en essayant de justement trouver tous les moyens possibles, parce qu'il n'y a pas qu'une seule voie en général pour y arriver. C'est là où au moins, même si ça marche pas, on a la satisfaction de savoir qu'on a essayé. Et puis qu'on va peut-être trouver d'autres rêves et qu'en grandissant, nos rêves ils vont évoluer, que ça va plus être les mêmes. Et je pense que c'est ça aussi, c'est d'arriver à persévérer, se mettre des objectifs et de faire et de tenter, quoi. Just do it. Mais exactement, moi je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, surtout que aujourd'hui, envoyer des candidatures, etc., c'est beaucoup plus facile qu'avant. Une fois qu'on a en fait son profil LinkedIn, un CV actualisé, etc., il n'y a plus d'excuses en fait. Envoyer un email, c'est gratuit, quoi. Et donc envoyer ce genre de choses, c'est gratuit. Donc en fait, faut être prêt, faut oser, faut également aussi se mettre un peu à niveau, c'est-à-dire que si on veut vraiment, on a des objectifs aussi, mais qu'on on se donne pas les moyens et juste on envoie juste un petit email, on attend qu'ils nous répondent. Non, en fait, voilà, c'est un monde très concurrentiel, il faut vraiment être à l'affût. Mais maintenant, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile de se connecter. C'est-à-dire qu'avant moi d'arriver au Mexique, j'avais déjà envoyé des centaines et des centaines d'invitations sur LinkedIn à des personnes juste pour me présenter, pour leur dire que voilà, je serai sûrement au Mexique dans quelques mois. Je leur demandais pas grand-chose, je leur demandais même des fois rien, seulement de les avoir dans mon réseau. Si jamais ils me disaient, s'ils étaient intéressés, ils me disaient écoute, passe-moi ton CV, si je vois quelque chose je pourrais le passer, etc. Mais c'était en amont. Donc en fait je suis arrivé au Mexique en connaissant déjà une bonne dizaine de personnes de façon assez proche et en ayant un réseau qui s'élargissait en passant de plusieurs centaines de personnes qui en fait maintenant on se rend compte que même si c'est une ville gigantesque et un continent, en fait c'est un monde assez petit, tout le monde se connaît, donc des personnes avec qui j'ai pu avoir des discussions il y a 5 ans maintenant, en fait on se retrouve d'une manière ou d'une autre sur des événements, des choses comme ça, donc faut pas hésiter, en fait on a tous les outils pour le faire, faut juste savoir les utiliser à bon escient. Merci. Si je peux même ajouter aussi, ça fait penser à ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur peut-être aussi de demander de l'aide parfois, de bien s'entourer, parce qu'on ne fait pas tout seul. Pendant les études aussi, c'est vrai que on a des professeurs qui, eux, ont déjà l'expérience et qu'il y avait quand même beaucoup de nos professeurs, c'était des intervenants qui ont une réelle expérience du terrain et qui peuvent conseiller et même après dans la vie future. Les opportunités, elles se créent aussi avec du réseau et en étant prêt et ouvert à accepter des opportunités.
Merci Adèle, ça nous permet de faire du coup d'utiliser ta réponse pour répondre à la dernière question du chat et on va répondre à toutes les questions. Effectivement, une des forces qu'on a, c'est on a des intervenants qui viennent avec un vrai bagage d'expérience professionnelle à l'international et en France. Et ceci permet aux étudiants de pouvoir les apprendre vraiment sur de ce qui s'est fait en entreprise, parce que les cas sont très actuels. On parle de ce qui se passe vraiment au niveau dans la journée quotidienne de ces intervenants. Il a une vraie mise en situation et donc les étudiants sont préparés pour s'insérer au niveau professionnel. Quand ils arrivent en entreprise ou au moment de la sélection ou en étant en poste, ils ont déjà été confrontés aux défis du monde professionnel. Je pense que je vais répondre à des questions, on est limité par rapport au temps, mais peut-être on peut répondre à la question. Adèle, je vais te donner la parole pour le côté comment vous avez fait pour le choix alors qu'il avait beaucoup d'écoles aujourd'hui. Et après, il a deux autres questions sur l'English Track. Une qui est est-ce que c'est mon erreur de ne pas le faire si je suis étudiante d'échange aux États-Unis et quels sont les critères de sélection? Sur ces deux points-là, je vais passer la parole à l'équipe admission qui va pouvoir vous répondre en conclusion. Donc Adèle, pour bien tenir notre timing, parce que vous êtes des professionnels et c'est les débuts de votre journée, donc je ne veux pas prendre plus de votre temps. Est-ce que tu peux donner ton point de vue par rapport à comment vous avez fait vos choix? On va dire un peu d'Adèle et un peu de lui. On essaye de faire quelques phrases pour pouvoir apporter une réponse. Moi, clairement, c'était à l'époque l'école qui proposait le plus de stages et d'expériences à l'étranger. Et puis, j'avais pu aller les visiter les écoles. Les locaux m'avaient plu. Alors maintenant, ils sont encore mieux et on n'a pas pu les connaître, ceux-là. On était un peu tristes. Mais c'est ça. Et de pouvoir rencontrer des élèves actuels, des anciens élèves et des professeurs, ça m'a vraiment permis de voir un peu l'énergie qu'il y avait et puis de savoir que j'allais être quand même un peu chez moi pendant mes 4 prochaines années d'études. Oui, pareil, également, moi c'était vraiment en fait le programme, l'aspect international qui était vraiment le gros focus à l'époque de l'ESE INSEC et le fait de pouvoir faire tout ça à Lyon. Je suis de Lyon et j'étais content de pouvoir trouver une option comme ça sans avoir besoin forcément d'aller sur Paris et j'étais assez content du choix à la fin, c'était vraiment super.